on va passer à l'échelle agriculteur. Comment on s'approprie sur le territoire avec des exemples concrets. Il y a François, Alexandre, Gérald et Virgile. Et puis Anthony, bien sûr. Allez François, tu prends un micro. Toi qui commence. Tu me principe, présenter un peu ton exploitation. Et puis comment tu es tombé là-dedans dans la biodiversité. Et comment tu l'as mis en place sur ton exploitation. Donc je suis François Mercier, agriculteur à Saint-Martin-sur-le-Pré, près de Châlons en Champagne. On a vu beaucoup du petit et du tout petit aujourd'hui, mais moi, mon fil rouge, c'était un petit peu plus gros. Mes aménagements, ils ont tous été faits et réalisés et réfléchis en faveur de la perdrix grise, qui est un oiseau emblématique de nos plaines de Champagne. Tout le monde pleure un peu partout qu'il n'y en a plus, et suite aux aménagements qu'a fait mon père en son temps, j'ai repris le relais. Et j'ai créé un maillage par le biais de haies, de buissons, mais aussi de bandes enherbées et de bandes fleuries pour recréer un espace accueillant pour nos prairies. Alors, comment tu as découpé ça au début? Comment tu as démarré? Alors, au début, on a tâtonné un petit peu. On a fait des bandes enherbées essentiellement, quelques haies. Et puis, on s'est lancé à fond dans l'agrainage, dans le piégeage. C'est des activités qui sont très chronophages. Moi, à l'époque, j'étais jeune papa. Je n'avais pas le temps de passer tous mes week-ends à courir après les perdrix. Donc, une question que je me suis beaucoup posée dans mes aménagements, c'est comment faisaient les perdrix avant moi? Parce qu'elles existent depuis plus longtemps. Et j'ai surtout essayé de recréer un écosystème qui puisse répondre à tous les besoins biologiques de l'espèce, et ce, tout au long de l'année. Et j'insiste sur le tout au long de l'année parce que les perdrix sont là toute l'année. Donc là, en haut, grosso modo, c'est un îlot de 80 hectares à peu près là, que tu as découpé en fait. Alors, un beau parcellaire m'a permis de découper des parcelles qui sont très longues, mais finalement très étroites, donc ce qui, à vol de perdrix, offre la biodiversité requise. Un grand nombre de cultures, entre 12 et 13 cultures sur mon exploitation. Donc là, c'est une belle petite vue aérienne qui vous montre vraiment le maillage réalisé. On voit les petits buissons, mais on ne voit pas bien les bandes enherbées, mais elles sont présentes. Hein. Et une perdrix, peu importe où elle se trouve, sur l'exploitation, à moins de 200 mètres à vol d'oiseau, il y a un buisson ou un espace agri-environnemental pour se protéger d'une attaque de rapaces, ou pour se nourrir, ou pour se reproduire. Donc graminées, principalement au début, bouchons. Alors, les graminées, il y a des haies, il y a des bouchons qui ont été subventionnés par la Fédération des chasseurs, donc ils ont fourni les plants, les protections et le paillage. Il n'y avait plus qu'à prendre un stagiaire pour planter tout ça. Et les bandes enherbées, alors là, moi, en fait, c'est du sauvage. Je les broie pas, je les ai pas trop semés. Et c'est des plantes endémiques de chez moi. Alors ça, c'est chez moi. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça, là, enfin, sans le gel. Et au final, je m'en occupe pas. Et les plantes qui poussent naturellement sur l'exploitation, c'est des plantes endémiques de ma petite micro-région. Et c'est également les plantes, curieusement, que les perdrix recherchent pour s'alimenter. Une jachère fleurie, c'est beau pour l'œil humain, mais pour l'œil de perdrix, je ne suis pas sûr que ça ait un réel intérêt. Elle, ce qu'elle veut, c'est des graines de kénopode et puis des pieds de mercurial pour pouvoir consommer et se nourrir. Ouais, ta petite perdrix, elle mange quoi, le perdreau, au début du cycle? Au début du cycle, comme toutes les perdrix, elles sont insectivores. Donc elles vont les trouver dans les bandes enherbées, dans les buissons. Et puis, je rebondis, il y avait une question sur la gestion des bords de champ. Mes bords de champ, ils sont comme ça aussi, moi. Ils ne sont jamais broyés, on n'intervient pas dessus. Je les ai, tes bords de champ. Le mieux à faire, souvent, est de ne rien faire. Donc moi, je fais rien, je regarde. La biodiversité, c'est compliqué? La biodiversité, c'est très compliqué. Et je m'aperçois, je discutais tout à l'heure avec une personne, je suis rentré dans une démarche stockage carbone avec ma coopérative. On a vu des petits insectes et puis du plus petit. Et je m'aperçois qu'en fait, tout ça, tout est imbriqué. Et il faut que tout soit mis en place ensemble pour que ça fonctionne. C'est super complexe. Hein. Et ce qui est curieux, c'est que quand ça fonctionne, on ne sait pas forcément pourquoi. C'est là où c'est fragile.
Donc ça a un coût pour toi, enfin, cette biodiversité. Enfin, comment tu Oui, l'abordes? alors, bien sûr, les agriculteurs ont les manettes de ce qui pourrait être fait en termes de biodiversité. Comme on ne peut pas tout faire avec le cœur, il y a un moment, il faut parler un petit peu de sous. Donc les différents aménagements synergétiques que j'ai consenti à faire sur mon exploitation occasionnent une baisse de SAU. Et j'ai réussi à chiffrer tout ça et ça me fait une perte de revenus de 2,30 € de manque à gagner par hectare. Et pour les amateurs de perdrix, si vous voulez avoir mon chiffre, au comptage 2024, nous étions à 41 couples au 100. Sans agréner et avec très très peu de piégeage. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans tes pratiques? Alors, ce matin, vous avez vu Hubert qui était là, c'est mon voisin. Le sanglier qui a détruit son champ, moi je l'ai mangé. Les cultures intermédiaires, c'est vraiment le levier où j'ai la plus grosse marge de manœuvre, donc j'axe beaucoup mes raisonnements dans cette voie en ce moment. Et après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est les techniques culturales quand on travaille dans les parcelles. Il y avait une très très belle étude qui avait été faite il y a quelques années par la Fédération nationale des chasseurs qui s'appelait Pégase. Et il y a une somme d'enseignement absolument colossale qui était sortie de cette étude-là, mais ça n'a pas trop fait tache d'huile. Et donc, il faut savoir que les perdrix sont présentes toute l'année. Il y a des moments où elles ont besoin de se reproduire, il y a des moments où elles ont besoin de manger, il y a des moments où elles ont besoin juste de se protéger. Et il faut juste faire en sorte de respecter les besoins biologiques de cette espèce. Ok. Donc après, moi, pour les couverts, cette année, je vais te proposer du SMI à la volée au drone. Donc tu m'as dit OK sur le principe. Après, François, si vous voulez retrouver ces aménagements, il a pris la peine de faire un petit bouquin. Un petit guide très concis, très technique, où j'explique mes raisonnements et puis les applications que j'ai faites sur cette exploitation, qui est la mienne, et qui me motive encore. Donc voilà un exemple d'aménagement en fait avec un objectif avifaune pour faire de la biodiversité. Je vais passer la parole à Virgile qui va présenter un petit peu lui sa biodiversité, qu'est-ce que c'est et ça ressemble à quoi? Bonjour à tous. Donc ce qu'on peut voir à l'écran là, c'est un îlot de 75 hectares. Donc mon grand-père, le bois central là, qui est au centre entouré en rouge, il date depuis le remembrement, donc ça n'a pas été touché depuis. Et tous les aménagements en vert qu'on voit là, c'est mon papa qui a mis ça en place pour la faune. Enfin la grande bande qu'au bout du bois là, c'était avant des sapins qu'on vendait, mais maintenant on les laisse tranquilles les sapins. Et donc tous les bouchons là, c'était pour faire des habitats pour la faune. Et toi, ton projet, quand tu t'es installé, c'était... Alors moi je suis revenu sur l'exploitation parce qu'il y avait des moutons, hein. Je suis plus éleveur que céréalier. Donc les moutons chez nous ils sortaient pas. Quand je suis revenu j'ai dit à papa on va foutre ça dehors quand même. Ça n'a pas duré longtemps et puis bon, on les a mis dehors. Donc maintenant sur l'exploitation autour du bois là, il y a 30 hectares qui sont en prairie temporaire mais qui vont devenir certainement prairie permanente. Et donc en 2022, j'ai entendu parler du plan de relance Plantons des haies, qui est géré par la Fédé de la chasse de la Marne, qui proposait aux agriculteurs de planter des haies dans les parcelles. Donc toutes les bandes vertes là qu'on voit, c'est toutes les haies que j'ai implantées. Donc il y a 4,5 km, une bande tous les 100 mètres. Et j'ai laissé 100 mètres en fourrière pour pouvoir continuer de travailler en tracteur quand même. Ouais, mais pourquoi t'as mis des bandes? Et oui, moi pas. Pourquoi? C'est vachement important. Pourquoi? Pour les moutons. Bon là, ça fait 2 ans qu'on voit pas trop le soleil, mais sinon, on avait quand même 2021 des gros coups de chalumeau l'été. Donc oui, c'est des haies et des arbres. Donc le but, c'est de faire de l'habitat, enfin de l'ombre en été, et puis abri, infrastructure naturelle, hiver, automne. Et donc, le ressenti, les jours où il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie, vous vous mettez au pied de la haie, à hauteur de mouton, vous êtes aussi bien que dans la bergerie. Le ressenti n'a rien à voir.
Et puis on remarque aussi que les moutons, après naturellement, souvent quand on les lâche dans un nouveau carré, donc nous on travaille en pâturage tournant, elles ont 1 hectare d'herbe par jour, tous les jours. Et quand elles arrivent dans des carrés où il y a les haies historiques qui sont déjà là, les moutons en premier, ils foncent sur les haies, ils mangent ça en premier. Donc même pour eux, au niveau, enfin ils doivent y trouver quelque chose dans les feuilles. Et toi, tu as remarqué quelque chose quand même au pied de tes anciennes haies, les anciens massifs ouais. là. Et donc tout ce qui est prairie temporaire, à chaque pied des bouchons et des haies historiques, il y a une différence de pousse d'herbe assez incroyable. Donc là, je pense que c'est plus qu'au niveau du sol qu'il se passe quelque chose. Il y a un échange entre les haies et la prairie temporaire, mais il y a au moins 2 fois plus d'herbe. Ouais. Non, souvent on recherche, on voit la haie, ça concurrence en eau, ça fait de l'ombre, ça fait machin, et toi tu vois plus d'herbe. Bah, sur la prairie temporaire, sur tout ce qui est graminé, c'est sûr qu'il n'y a pas de concurrence. Hein. Il y a plutôt, il y a un truc qui se passe entre les deux. Et après, par rapport aux autres biodiversités, les trucs qui n'ont pas que 4 pattes et les poils laineux, tu vois autre chose? Ou t'as que ça qui te fait... Non, au printemps, ce qui fait plaisir, c'est que quand on va le matin bouger les bestiaux, ça bourdonne dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'aimerais bien avoir plus de perdrix, mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Mais j'espère que ça va venir rapidement. Toi, François, il va te donner des bons conseils, je pense. Donc voilà, 2 exemples avec... des aménagements de biodiversité avec des bêtes à 4 pattes et des bêtes à 2 pattes. Et donc là, c'est des exemples, des démarches individuelles. Donc par rapport à la question, il y a des fois, là, tout à l'heure, je suis tout seul, j'ai un îlot. On peut faire des très belles choses sur un îlot. Voilà, on va prendre un peu plus de recul. C'est une démarche, moi, j'avais envie de mettre en avant. Parce que quand on doit développer de la biodiversité sur certains territoires, c'est assez compliqué. On a des communes qui sont peu remembrées, les gens ont des petites parcelles, ils me disent tu parles moi de ta biodiversité, j'en ai déjà tout plein, ça va me gaver de recouper les chemins, les parcelles en 2. Et donc j'ai du mal à rentrer dans ces territoires-là. Et il y a une commune, donc on va laisser Gérald et Alexandre présenter leur démarche, c'est Prône, qui a été accompagné par le département. Et ils ont réussi à faire de la biodiversité. Par contre, là, on avait quand même 2 personnes moteurs. Donc là, on arrive sur un territoire blanc, ou presque, et voir comment on fait de la biodiversité et comment ça a été abordé. Donc, explique-nous, Alexandre, en tant que président d'AF, comment était le territoire sur Prône? Donc, on parlait depuis longtemps de refaire un aménagement un remembrement à Prône. Depuis 2017, on s'est vraiment lancé. Ça a été mis en route en 2019. Et donc, nous sommes aidés par le département. Et comment dire, il y a une étude, maintenant ça s'appelle une AFAF, c'est un aménagement foncier agricole et forestier, et environnemental, pardon. Et disons qu'on avait des contraintes environnementales qui nous obligeaient à faire des haies. Et donc, on n'était pas trop d'accord au départ, quand même. Parce que déjà, l'aménagement foncier, ça coûte cher, plus en plus reprendre des surfaces. Mais on a eu, on s'est tous concertés, et on a pris en fait des surfaces de l'AF qu'on retransmet, en fait, qu'on donne aux agriculteurs pour implanter des haies. Voilà. Et donc, on passe de 1,5 km de haies. Après l'aménagement foncier, on sera à 10 km de haies. Donc, les haies, voilà, 10 km de haies. Et donc, ça a été implanté. Enfin, c'est pas encore implanté. Ça sera encore implanté, ouais. Parce que l'aménagement foncier, normalement, se termine en août 2025, et les haies commenceront à être implantées je pense, au mois d'octobre. Et donc, l'acceptabilité, globalement, au début, je vous dis, c'était pas gagné. Comme si c'était pris sur les surfaces des agriculteurs, à mon avis, on n'aurait pas pu faire tout ça. Et donc, comme c'est l'AF qui donne le terrain, c'est plus facile. Gérald, est-ce que tu veux compléter? Juste dire qu'on a supprimé quelques bandes pour pouvoir faire l'aménagement, mais que tous les bois étaient déjà classés. Donc on n'a pas pu toucher à un seul bois. Donc on a fait avec. On a quand même une 40aine d'hectares de bois déjà sur la commune et plus d'un tiers du territoire qui est pris par le camp militaire. Donc il existait déjà des couloirs naturels. C'est ce qu'on trouve sur la carte là en fait. Et les haies qu'on a fait essayent de relier tous ces couloirs naturels.
Mais moi, ce que j'ai apprécié aussi beaucoup dans la démarche, c'est que là, il y a une espèce de corridor qui est dessiné, et qu'avec le département, vous avez quand même eu une souplesse pour implanter les haies. C'est pas forcément uniquement dans le corridor, et c'est un peu à l'extérieur. C'est aménagé en fonction du bon vouloir des exploitants. Bah, de toute façon, comme l'a dit Alexandre, du fait que chaque agriculteur, enfin volontaire, ne perde pas de surface, les surfaces qu'on a gagnées des chemins, on a pu faire les haies. Donc ça, c'est déjà un gros point positif. Et puis, bon, là, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, on voit qu'on est parti que sur des haies et que maintenant, chaque agriculteur va devoir s'approprier des aménagements à l'intérieur de ces îlots. Bon, jusqu'à présent, moi, la surface moyenne des îlots, c'était 4,5 hectares sur la commune. Donc là, on va passer à une quinzaine, il me semble. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, une quinzaine. Chaque agriculteur va enfin pouvoir faire quelque chose chez lui en fonction de ses desiderata. Donc toi, c'est vraiment une bonne démarche. Enfin, Bon, avec 30 ans de retard. Est-ce que Anne, tu as envie de préciser quelque chose? Oui, donc Anne Lincoln, moi je suis du département, c'est moi qui ai accompagné l'AF de Prône sur cet aménagement foncier. Peut-être juste souligner qu'on est sur, on est sur un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental. Donc en fait, ce sont les nouveaux remembrements. C'est le nouveau mot de remembrement, et il y a un volet maintenant environnemental. On ne fait plus ce qu'on veut de ce côté-là. Peut-être souligner qu'on est sur effectivement à peu près 1,5 km de haies supprimées du fait des grandes parcelles. Vous voyez la différence entre avant et après de ce parcellaire-là à demain, des tailles de parcelles assez importantes. Donc on a eu quelques haies qui étaient un petit peu gênantes. Mais on était sur 1,5 km de haies à compenser. C'est-à-dire que réglementairement, ils devaient replanter 1,5 km de haies. Et on arrive finalement à 10 km et la création de 2 mares temporaires. Donc ça, c'est un vrai effort à souligner de la part des exploitants sur Prône. Ce n'était pas quelque chose d'obligatoire. Ok, et puis un beau travail de concertation du président AF qui a amené ça, je pense. Oui, après, ça a été compliqué, mais bon, en discutant, et puis en toute intelligence avec tout le monde, c'est plus simple. Il y a eu aussi l'étude d'impact. Gérald, peut-être que tu vas en parler. Il y a une étude d'impact qui a été faite sur le territoire, qui a pas mal sensibilisé avec un diagnostic faune-flore qui a mis en avant toute la biodiversité du territoire à préserver. Et je pense que ça a aidé aussi à sensibiliser un petit peu. Aussi, au niveau des agriculteurs, on se retrouvait un peu au pied du mur avec les changements de génération. Là, ce que vous voyez avant le remembrement, on a encore à l'intérieur de nombreux échanges de cultures. Donc, au niveau de la PAC, encore aujourd'hui, on y arrivait, mais avec le changement des générations, ça n'allait plus être possible. Dès qu'un agriculteur part en retraite, voilà, ça casse tous les échanges. On a des échanges tripartis sur certaines parcelles. On va demander plus à un expert de la transition agroécologique. Quand on arrive sur certains territoires où, moi je vois, il y a déjà eu un peu de biodiversité, des aménagements qui ont été implantés. Je ne sais pas pourquoi, tout compte fait, j'arrive à en revendre facilement parce qu'ils ont trouvé ça, tout compte fait, assez sympa. Par contre, quand on arrive sur des territoires plutôt vierges, là, c'est un peu plus difficile. Alors, toi qui travailles avec différentes OPA qui doivent faire des transitions agroécologiques, donc tu ne travailles pas forcément avec des gens motivés ou c'est peut-être le plus... Ils ne rentrent pas forcément par cette case-là. Comment tu les emmènes, comment vous les emmenez, Biosphère, à réaliser des aménagements et à introduire la biodiversité dans la démarche? Question très large. Merci déjà pour l'invitation, Sylvain et Symbiose. Merci pour les présentations des agriculteurs qui sont très concrètes. Et ça fait plaisir de voir des choses comme ça sur le terrain. Donc effectivement, parfois on travaille avec des exploitations qui n'ont pas forcément comme objectif premier de déployer des infrastructures sur la biodiversité. Donc je voulais vous réexpliquer un petit peu la démarche que je mène sur le terrain, parce que moi je suis conseiller de terrain, donc je travaille avec les agriculteurs, j'essaye de faire des choses qui sont utiles pour les exploitations. Et donc je voulais vous représenter un petit peu la démarche globale que l'on mène sur la biodiversité, et vous verrez que c'est un peu une démarche de pas de côté sur la biodiversité, parce qu'il est assez
complexe d'aborder de front la biodiversité et comme on va dire, un objectif premier d'une exploitation agricole. Alors, donc toujours je replace l'aspect global sur le sol, la plante et le paysage. Je vais parler de biodiversité, mais quand on régénère un système, on régénère le sol, la plante et le paysage. Et on commence toujours par le sol, c'est-à-dire régénérer les fonctionnalités de fertilité du sol, la plante, les fonctionnalités de nutrition santé, au service de la production et de la qualité, et le paysage, qui est l'approche globale au niveau du système. Donc, si on essaye de factualiser ce que ça veut dire régénérer un système, on peut s'amuser à, pour chaque échelle du système, produire un triangle de régénération. Donc, le triangle de régénération du sol, qui est le plus connu, c'est nourrir le sol, donner assez à manger au sol. C'est quoi à manger? C'est le bilan humique. Couvrir le sol, taux de couverture suffisante, au moins 70-80% du temps. Et le maintien, on va dire, de l'état biologique du sol, c'est-à-dire limiter la perturbation. Donc on parle beaucoup de labour, mais c'est vrai que moi je parle beaucoup d'indice de perturbation du sol, parce que finalement remplacer du labour par 2 pseudo-labours à 20 cm, ça ne change pas grand-chose au problème. Donc c'est vraiment réduire la perturbation du sol qui est le leitmotiv. Pareil pour la plante, vous avez la santé, la nutrition, donc l'équilibre. Quand vous faites des analyses foliaires ou des analyses de sève, vous cherchez l'équilibre nutritionnel dans la plante, la santé, la résistance aux maladies et la production, qui est toujours aussi un élément important. Production au sens large, pas forcément que le rendement, mais aussi la qualité. Et donc, il y a la notion ensuite de paysage, que je vais expliciter un petit peu après sur ce qu'on entend par paysage. Mais tout ça se fait sous contraintes climatiques, vous le voyez. Le but, on régénère un système sous contrainte climatique. Donc le but, c'est que les gains qu'on ait en régénération soient plus fortes que les dégradations que nous impose le climat. Je vous avoue que c'est plus facile dans le nord de la France que dans le sud de l'Europe. Mais je pense que dans le nord de la France, on a encore pas mal de choses positives et on peut contrer assez facilement les impacts climatiques. Donc si on regarde le paysage, donc on a les pratiques agricoles, ça c'est ce que fait l'agriculteur dans sa parcelle. On a les infrastructures agroécologiques, c'est ce que fait l'agriculteur en dehors de ces parcelles, mais qui sont quand même ces bordures de champs. Et on a la génétique du paysage, c'est un peu un néologisme, génétique du paysage, mais c'est pour dire tout ce que l'agriculteur ne peut rien faire. C'est-à-dire, c'est pas de sa faute s'il y a une ville à côté, c'est pas de sa faute s'il y a une forêt à côté. Voilà, ça c'est la génétique du paysage, c'est l'impact global sur le territoire. Donc si je suis en Seine-et-Marne, dans un milieu ultra urbanisé parfois, forcément, je suis ultra urbanisé, quoi. Voilà. Donc, nous, on va agir sur pratiques agricoles et infrastructures agroécologiques. Donc, globalement, pratique agricole, c'est pas un scoop, c'est la richesse végétale, le nombre de cultures, le nombre d'espèces, l'IFT, donc la pression phytosanitaire qu'on impose au système, et le sol. STIR, c'est l'indice de perturbation du sol, l'AMO, le bilan humique, et la couverture du sol. Si vous régénérez tout ça à l'échelle de la parcelle, vous n'avez pas trop besoin normalement de mesurer les insectes. Vous pouvez partir du principe que ça va aller dans le bon sens. Pareil sur l'extra-parcellaire. Si vous voulez aller dans le bon sens, il faut augmenter la densité des infrastructures agroécologiques, donc 10 à 15% dans l'idéal. Donc au-dessous de 5%, on a très peu de fonctionnalités. La connectivité, c'est ce que on disait, les intervenants précédents avaient dit, c'est l'emprise. C'est-à-dire une infrastructure agroécologique, elle a une emprise de 10, 50, 100 mètres. Donc elle a une emprise. Je touche beaucoup plus de surface avec mon infrastructure écologique que ce qu'elle occupe concrètement. Donc il faut qu'elle touche au moins 50 à 60% de la surface d'une exploitation, enfin les infrastructures agroécologiques. Et ensuite il y a la qualité, c'est la diversité, donc je pense que ça a été bien illustré par les intervenants précédents. Et l'entretien aussi, le broyage, on parlait de broyage, forcément si on broie au mauvais moment, ça annule un petit peu l'effet. Donc ça c'était en introduction. Et donc moi ce que je me pose la question, c'est comment je parle de tout ça à un agriculteur. Parce que ça, finalement, si je lui parle comme ça, un agriculteur, il va me dire oui, je suis d'accord avec toi. Et d'accord, mais dans mon métier au quotidien, moi, ça me change quoi? C'est-à-dire, tu me dis de mettre en place des bandes, des machins, des trucs pour l'écologie. Mais moi, ça ne me parle pas. Moi, il faut que ça parle de choses, des effets directs que je puisse mesurer, des charges, du temps de travail, de l'autonomie, de la résilience. Il faut que tu me puisses me factualiser ça concrètement, que j'ai des gains. Et les effets induits, qui sont le stockage du carbone, la réduction et l'émission, et les augmentations de la biodiversité, c'est mon bonus. Mais moi, il me faut des effets directs et du bonus. Donc par exemple, quand on parle du sol,
vous avez tous les effets bonus qui sont en haut, bilan humique simplifié, l'indice de perturbation du sol, le taux de couverture, l'IFT et l'utilisation d'irrigation, et tous les effets directs qui sont temps de travail, charge de fertilisation, mécanisation, phyto. Donc ça, par exemple, c'est un système maïs roulé. C'est le plus difficile à transiter en agroécologie. Et ça, c'est le système que l'on présente aux gens qui sont en monoculture de maïs dans le sud-ouest ou en Alsace. C'est le système qu'on leur présente et qui est performant parce qu'on arrive à maintenir la marge tout en ayant des bénéfices agroécologiques très forts. Et donc, je me suis demandé, en biodiversité, ça c'est pour le sol, en biodiversité, comment je parle aux agriculteurs. Et donc, je me suis dit que le meilleur angle d'attaque pour parler de biodiversité aux agriculteurs, c'est de parler de l'eau. C'est-à-dire, si je veux augmenter la biodiversité dans un paysage, il faut que j'augmente le cycle de l'eau. Parce que toutes les infrastructures que je mettrai au service du cycle de l'eau vont avoir des effets induits sur la biodiversité. Et quand je parle à un agriculteur, les problèmes de mouillère, les problèmes d'excès d'eau, de ressuyage, les problèmes d'érosion qu'il a sur certaines parcelles, ça lui parle et on parle à peu près le même langage. Et il me dit, OK, si tu as des choses factuelles qui peuvent résoudre ces problèmes, je veux bien qu'on design quelque chose. Donc je lui parle de l'eau en priorité. Et c'est pour ça que notre proposition, quand on parle de biodiversité en agriculture, c'est de faire un lien entre l'hydrologie régénérative, que vous voyez là, et la biodiversité. Alors du sol et aérienne, on ne fait pas forcément de distinction. Vous avez compris, il faut régénérer le sol, la plante et le paysage. Et donc l'hydrologie régénératrice, c'est un moyen d'augmenter concrètement la biodiversité d'un système tout en résolvant des problèmes qu'a l'agriculteur dans la gestion du cycle de l'eau. Et ce qui m'a permis, en fait, concrètement, d'arriver à augmenter les infrastructures agroécologiques dans les monts du Lyonnais. Alors les monts du Lyonnais, c'est des éleveurs, donc concrètement, ils ont largement assez d'infrastructures agroécologiques. Et on arrive encore à augmenter les infrastructures agroécologiques dans des territoires déjà fortement densifiés, parce qu'on les a convaincus que oui, la prairie là, elle est séchante, celle-là elle est trop humide. Si tu fais une noue, tu vas pouvoir répartir l'eau et ça va te résoudre ton problème. Et il nous a jamais dit oui, ça fera trop de haies, trop de machin. Il nous a dit si tu me résous ce problème-là, alors là, sans problème, je la mets la haie. Sans problème, je mets la bande enherbée, mais il faut que ça résout le problème. Après, si ça ne résout pas, je viendrai te voir. Forcément, il faut, on t'en promet du rêve, il faut du résultat. L'érosion, donc ça, juste pour refaire un petit lien avec la Champagne crieuse. La Champagne crieuse, c'est comme tous les sols sableux et limoneux, c'est ultra sensible à l'érosion. Donc l'hydrologie régénérative, bien entendu qu'elle s'applique à la Champagne crieuse. Et je vous montre après ce que ça peut. Ça, c'est des exemples de design d'hydrologie régénératrice. Le but de l'hydrologie, c'est ralentir l'eau et favoriser son infiltration. Ralentir, infiltrer. Et la seule manière de faire de ralentissement et de l'infiltration, c'est les noues, les fascines, les mares tampons et la fissuration sous forme de keyline. Les trois premiers ont un impact directement sur les infrastructures d'agroécologique parce qu'elles augmentent les IAE au sein de l'exploitation. Le quatrième, c'est de la fissuration, donc l'impact, il est plus léger. Voilà, et je finis sur cette diapo. Je vous la laisse lire, mais globalement, pour moi, c'est comme ça que je communique pour l'agriculteur. Effet direct, pour toi, c'est doublement de la capacité d'infiltration de tes puits et réduction des phénomènes d'érosion. Et à la droite, c'est tous les effets induits que tu as créés en introduisant l'hydrologie régénératrice. Donc voilà, ça c'est un exemple de dialogue ou de discours ou de manière de travailler que j'aime développer avec les agriculteurs et que je pense qui aura des résultats dans l'avenir. Est-ce que vous avez des questions à proposer, Benoît? Oui, ce qu'on peut remarquer, c'est que la pertinence des aménagements, etc., se fait quand même sur une échelle de territoire assez grande. C'est-à-dire que on voit qu'à Prône, ils ont augmenté, bien sûr, ils sont passés de 4 à 14, mais l'aménagement globalement qu'ils ont fait, ils l'ont fait sur le territoire. Les aménagements de perdrix ou les moutons, c'est toujours sur des carrés de 60-80 hectares. Le problème, c'est quand vous êtes avec une exploitation, si vous avez des îlots de 15 hectares, l'impact est quand même faible. Moi, j'ai recoupé mes parcelles depuis 10 ans en deux, et en réalité, ça a un impact minime. C'est pas assez grand. Donc, faut savoir que Symbiose défend toujours de faire des aménagements sur des territoires les plus grands possibles. C'est bien parce que l'impact sera beaucoup plus important.
Et donc une petite question, comment tu gères les cirfs à partir du moment où tu ne fauches pas du tout et que tu ne broies pas du tout pendant les... Oui. Je gère pas. En fait, la gestion de l'exploitation, on peut faire une analogie avec la gestion d'une forêt. Aujourd'hui, en forêt, on sait laisser des îlots de sénescence, on sait laisser des îlots sauvages où on laisse des bois morts pourrir parce qu'on sait qu'il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est un petit peu le cas sur mon exploitation agricole. C'est-à-dire que les parties que j'ai concédées aux sauvages, c'est aux sauvages. Si le cerf ne sait pas se débrouiller dans des blandes que je lui laisse, ben, il va chercher autre part. Je suis juste contemplatif. J'ai laissé des îlots sauvages et je regarde comment la nature se débrouille avec. Mais elle se débrouille bien. Hein. Johanna le disait, les insectes ils reviennent quasi spontanément quand on leur laisse un petit peu de place. Hein. J'en ai pas eu tout à l'heure, j'aurais aimé, avant mes aménagements, j'aurais aimé qu'il y ait un inventaire entomologique qui soit fait. Et puis après, mais bon, ça n'a pas été fait parce qu'on faisait avec les moyens qu'on avait à l'époque. Mais aujourd'hui, je pense que ça pourrait être rigolo ou j'espère instructif à faire. Mais la présence de perdrix, quelque part, ça peut être un indicateur ou une sentinelle de dire que il y a quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne différemment chez toi. Ben, j'ai appris beaucoup de choses avec l'intervention de Johanna, c'est que finalement, ce que j'ai fait avec la perdrix grise comme fil rouge, finalement, c'est pas si mal. J'ai même pu mettre des noms sur certains de mes aménagements. Et voilà, c'est en toute simplicité, en fait. D'autres remarques, d'autres questions? Bonjour. Moi, c'était plutôt une question pour vous deux concernant vous disiez, légalement, vous deviez replanter 1,5 km de haies. Si j'ai bien compris, vous êtes passé à 10 km. Oui. Et pourtant, à la base, encore une fois, si j'ai bien compris, les agris du territoire n'étaient pas hyper fans. Qu'est-ce qui a fait le déclic de dire, ils sont OK pour en mettre davantage, on développe et on... Quel terme, qu'est-ce que vous avez... Mais déjà, il y avait la PAC. Ouais, comment vous avez argumenté ça, quoi? Surtout avec la PAC, maintenant je crois qu'on a des points pour les haies. Donc voilà. Et donc en plus, comme je disais au départ, c'est l'AF qui donne le terrain. Donc c'est tout bénéf pour l'agriculteur en fait. Oui, après, en échange, c'est l'agriculteur qui entretient la haie, bien sûr. Parce que je voulais pas que l'AF soit chargée de l'entretien des haies surtout. Oui, mais si après, les arguments qui reviennent souvent de la part des agriculteurs, c'est qu'il y a de la compétition avec la culture, qu'il y a de l'entretien et que tout ça, ça coûte quand même cher sur le long terme. Et donc ça, cette question-là, finalement, même si en termes de surface au sol, ils n'ont rien perdu, il y aura quand même un suivi et un impact peut-être sur le long terme qui sera chez eux. Donc oui, mais quand même... après, on n'en a pas mis chez tout le monde, on en a mis que chez les volontaires quand même. Puis après, un principe, quand on fait du développement, à un moment, on avance. Et puis après, on accompagnera les gens dans la misère. Et puis après, je pense que c'est pareil. On a une culture. François, c'est un peu caricatural. Mais n'empêche qu'on doit sûrement s'inspirer beaucoup de François, de laisser les aménagements vivre un peu leur vie. Et tout compte fait, c'est peut-être pas beaucoup de soucis, beaucoup de contraintes. Mais c'est vrai qu'on a une approche, on voit tout de suite les ennuis, les limaces, machin bidule. Mais voilà, les exemples, certains le vivent très bien, ces aménagements. Oui, mais il ne faut pas oublier le réglementaire qui risque d'arriver. Tu vas à une déchetterie le samedi matin, tout le monde amène des branches. Toi, tu es agriculteur, tu coupes une branche, c'est pas pareil. Peut-être une petite précision sur les 10 km de haies plantées. Effectivement, il y a les surfaces de l'AF qui ont joué, puisque en fait, on utilise les surfaces des chemins supprimés qu'on réattribue aux agriculteurs volontaires pour planter en échange de l'entretien de la haie, bien sûr. Donc, il n'y a pas de surface cultivée. Donc, on a atterri sur 10 km qui se sont faits au fur et à mesure. En fait, c'est 1, puis 2, puis 3 agriculteurs qui ont demandé une haie. Et puis, en fait, au fur et à mesure que le projet a avancé, on en a eu de plus en plus. Donc, les haies ont été construites comme ça. Elles ont été proposées en fonction de l'étude d'impact, des corridors, des trams. Mais on a aussi, on les a déplacées et orientées en fonction du sens de culture en fait, qui allait être fait et en fonction de ce qui arrangeait les exploitants. Et on peut dire aussi qu'on a été très surprise. Alors à terme, c'est la Fédération des chasseurs qui va accompagner la plantation. Et on a été hyper surprise parce qu'on a fait une réunion où en fait tout le monde venait là en disant je plante une haie parce que c'est pour la PAC, parce que je prends pas de culture. Et en fait, surtout sur les jeunes,
sur les jeunes exploitants, on se retrouve avec des haies multistrates. Certains ont demandé des arbres. Il y a une vraie démarche derrière qui prend. C'est pas juste 10 km de haies pour 10 km de haies. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas et qui est volontaire. Mais effectivement, dans le cas de l'aménagement foncier, c'est bien 1,5 km. C'est le principe de compenser ce qui est détruit, en fait, c'est tout. Sur le reste, c'est la démarche incitée par la PAC et par le fait qu'on ne prend pas de surface cultivée, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est sûr. Eh ben, on va les remercier, on va les applaudir.